Bonjour à tous, on va pouvoir commencer doucement. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. L'objectif du webinaire est ce matin de discuter autour de l'interopérabilité dans le domaine de la santé et donc de comprendre les différents enjeux. Donc, vos micros et caméras sont coupés. Il y a un petit onglet questions pour poser vos questions au fur et à mesure et puis on y répondra à la fin de chaque session. Il y a un onglet de chatter également si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez lever la main dans votre petit onglet pour nous permettre de vous donner la main. Et puis, on pourra activer vos micros pour que vous puissiez poser les questions de vive voix si vous le souhaitez. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents enjeux autour de l'interopérabilité. On aura une personne de Kerival, donc Marie Vuillard, qui va nous présenter les enjeux de l'interopérabilité dans le domaine de la santé. Après, on va avoir deux retours d'expérience. À la fois un retour d'expérience du côté de Mon Espace Santé, de l'intégration à Mon Espace Santé, par Gwenaëlle Fleury. Donc là, c'est retour d'expérience d'une entreprise. Et puis, on va aussi avoir la version et l'image côté établissement de santé par Clotaire Delanchi du GCS e-santé. Et après, on va passer en revue les différents événements de test qui vous permettent de tester vos innovations à la fois d'un point de vue technique et d'usage. Et puis, on va évoquer la Semaine européenne de la e-santé par trois acteurs, donc à la fois le GCS, l'ANS et puis Kerival, puisque cette Semaine européenne de la e-santé a lieu à Rennes en fin d'année. Et donc, l'objectif, c'est de vous la présenter et puis vous présenter les différents enjeux et les différents événements qui vont avoir lieu lors de cette semaine. Donc, bonjour à tous, Gwenaëlle Fleury. Je m'occupe de la partie interopérabilité et intégration chez Open. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre expérience sur le référencement à Mon Espace Santé et des sujets d'interopérabilité qui étaient liés et donc de la mise en conformité pour ce référencement. Pour cela, je vais d'abord vous présenter le groupe Open. La politique menée sur la partie interopérabilité. Ensuite, je vais vous présenter le référencement à Mon Espace Santé, les retours que nous avons avec le recul, sur le référencement et à la mise à disposition du portail patient sur le catalogue de services. Nous allons voir comment le dossier de référencement va évoluer pour pouvoir échanger des données de santé avec Mon Espace Santé. Donc, pour commencer sur la partie Open et la logique qu'on applique sur l'interopérabilité. Donc, Open est un groupe spécialisé dans l'accompagnement du patient au sens large. Historiquement, le groupe est parti sur la chambre connectée, donc les écrans dans la chambre et l'apport du divertissement pour le patient. Puis, c'est ouvert sur les services à la patientèle. Et enfin, avec l'ajout du parcours patient, il est possible d'accompagner le patient de sa session jusqu'à son retour à domicile avec dans le cadre de l'hospitalisation aussi. L'idée étant de coupler digital et humain. Donc, sur quelques chiffres, 5 millions de patients accompagnés par an, soit une bonne grosse partie des patients qui existent au total en France. 600 établissements équipés en France, donc en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Belgique. Et en particulier, parce que ça va être un peu le focus de cette présentation, 150 structures équipées d'un portail patient. Sur la partie interopérabilité, l'objectif, c'est de proposer une intégration rapide, facile et la plus exhaustive possible avec les logiciels déjà présents dans le système d'information des établissements. Pour cela, plusieurs stratégies sont mises en place. La première consiste à garantir que les logiciels déjà en place, donc GAM, DPI, Agenda, restent maîtres de la donnée, administrative ou médicale. Et donc, les solutions du groupe Open viennent s'interfacer avec ces logiciels pour recevoir les informations données ou transmettre des modifications
mais n'agissent pas en tant que référentiel de la donnée. La deuxième stratégie consiste à proposer des flux standards dans une démarche de mise en conformité continue avec les recommandations et les usages des organismes élaborant les standards. Enfin, la troisième stratégie consiste à tout de même rester flexible pour pouvoir gérer les spécificités des flux qui sont déjà existants dans la structure, si cela est nécessaire. Donc, si c'est possible, on met en place des flux standards. Et si on a besoin de s'adapter aux spécificités, on peut le faire quand même. Je vous ai présenté sur la partie gauche de l'écran les différents formats et types d'échanges qu'on est capable de mettre en place avec les solutions open. L'objectif de diversifier ces flux, c'est de répondre aux différents cas d'usage des solutions. Si on commence le zoom sur la partie portail patient, on peut voir que l'objectif, c'est la synchronisation exhaustive des données pour permettre aux patients de recevoir le maximum d'informations sur son suivi et d'être acteur de son parcours de soins. Donc pour ça, plusieurs flux sont nécessaires. Les flux d'identité, de rendez-vous, de documents et des flux émis par le portail patient sont aussi nécessaires pour pouvoir retransmettre dans les logiciels de l'établissement, les données qui ont été apportées par le patient lui-même, donc soit des modifications de ses coordonnées, son cercle de soins par exemple, soit des documents avec ses pièces administratives ou ses questionnaires qu'il peut remplir sur l'application, et d'autres services comme la prise de rendez-vous ou le paiement en ligne. Pourquoi on a choisi de mettre en place cette stratégie pour valoriser l'interopérabilité sur le groupe Open? C'est parce qu'on considère que les solutions ont besoin d'être synchronisées en continu avec le système d'information pour pouvoir apporter les meilleures informations et donc le meilleur soin aux patients. C'est aussi pour nous une question de traçabilité, parce que évidemment, besoin de remonter les informations qu'on a reçues et c'est plus compliqué de faire quand elles sont renseignées manuellement dans l'application. C'est aussi une question d'identito-vigilance, ne pas réinscrire les patients sur chaque outil de l'établissement, c'est essentiel. Et de notre côté, ça nous a permis de rajouter des fonctionnalités qui sont le déclenchement automatique des actions en fonction des informations qu'on reçoit par Interop. Donc que ce soit inclusion dans un parcours en fonction de ce qui a été reçu, rappel de rendez-vous, si un rendez-vous a été décalé. Toutes ces actions sont déclenchées automatiquement. L'âge des parcours tient automatiquement. Et ça nous permet aussi de gérer des référentiels qu'on appelle auto-apprenants. Cela veut dire que quand on reçoit une nouvelle donnée de référentiel, que ce soit une unité fonctionnelle, un nouveau médecin ou un nouvel acte qui a été renseigné dans les logiciels gamme DPI, on va intégrer cette donnée automatiquement et du coup, ça évite aux soignants de re-renseigner à chaque fois les nouvelles données dans chaque outil qu'ils ont dans le système d'information. On pousse cette logique jusqu'à avoir ce qu'on appelle une interopérabilité validée en interne. Cette façon de faire nous permet d'avoir, entre guillemets, des arguments et des façons de s'appuyer pour tester et valider la logique qu'on met en place quand on fait de l'interopérabilité. Et ça consiste à la participation aux événements qui sont organisés. Donc l'année dernière, la participation au Projectathon à Paris et la participation au Connectathon à Montreux, qui nous ont permis de valider nos échanges sur le cercle de soins et sur la gestion des identités et des séjours quand ils sont reçus dans l'application. On a participé donc l'année dernière
à 2 personnes sur ces événements-là. Et cette année, sur la semaine de la santé qui va se dérouler, on va participer à 4 personnes, ce qui montre un peu la croissance de l'intérêt porté à ces événements. Parce que pour nous, c'est important pour les produits de pouvoir être guidés dans ces conditions en testant avec des éditeurs partenaires, et parce que c'est aussi un argument commercial fort pour les établissements qui pourraient être un peu frileux sur la partie interopérabilité, en tout cas sur notre gestion de la partie interopérabilité. Sur la partie mon espace santé, pour faire qu'est-ce que mon espace donc le carnet de santé numérique qui est mis en place par l'assurance maladie et par l'assurance maladie. L'objectif est donc en fait ce qui correspond à ces comptes rendus, ces ordonnances dans un seul et même endroit. Il va aussi pouvoir accéder à une messagerie avec une messagerie sécurisée avec les soignants de son cercle de soins si ces personnes ont autorisé l'accès à la messagerie et envoyer un premier message. Et ils vont pouvoir accéder à un catalogue de services. C'est dans le cadre de ce catalogue de services qu'il y a un dossier de référencement à mettre en place pour les applications. À venir aussi, sur mon espace santé, on va avoir un échange de données avec les applications du catalogue de services. C'est ce qui va être présenté par la suite. Et un agenda. Donc avec le portail patient de Open, c'était donc le premier portail patient à être référencé sur le catalogue de services avec l'application de MyGHT Limousin, parce qu'il faut savoir que notre portail patient est disponible en marque blanche, c'est-à-dire qu'il est disponible aux couleurs et au nom de l'établissement qui souhaite le mettre en place. Et donc, c'est dans le cadre du GHT Limousin qu'on a mis en place ce premier référencement. Et donc, comment se déroule ce référencement? Il faut déposer un dossier sur un outil qu'on appelle Convergence et qui consiste à différents questionnaires sur des sujets techniques, de sécurité et éthique. Pose plusieurs niveaux d'exigence qu'il faut atteindre pour pouvoir accéder au référencement et demande un dossier de preuve, notamment sur la partie éthique, pour valider que l'application répond bien à ces exigences. Pour faire un peu un focus sur la partie interopérabilité, Gwenelle, on ne t'entend plus. Je vais essayer de couper ta caméra pour voir si ça améliore le flux. et il faut du coup accéder au niveau d'exigence suffisant pour pouvoir être référencé sur l'application, sur le catalogue de services Mon Espace Santé. Il y a une certaine logique qui est appliquée sur ces référencements et qui est présentée ici. Jusque-là, jusque avant le Ségur et Mon Espace Santé, la norme et les standards étaient définis, mais il y avait une tendance qu'on pouvait noter à l'interprétation par les éditeurs, ce qui a amené des spécificités
qu'on doit gérer par ailleurs. Avec le Ségur et Mon Espace Santé, c'est la doctrine du numérique en santé qui apporte une volonté de mettre plus d'importance sur les référentiels socles et sur le cadre d'interopérabilité, et donc d'amener les éditeurs vers la norme et du coup vers une interopérabilité plus standard et plus cadrée. On note que sur la partie éthique du référencement de Mon Espace Santé, on a déjà la volonté pour accéder au catalogue de services de fournir des preuves de conformité aux exigences qui sont demandées. Et donc, on peut se dire que c'est peut-être ce vers quoi tend ces dossiers de référencement qui vont peut-être un jour nécessiter de ne pas juste répondre à des questionnaires sur les niveaux d'exigence qui doivent être atteints, mais aussi de fournir des preuves de conformité à ces niveaux d'exigence. Pour rentrer un peu dans la partie retour d'expérience sur ce référencement-là, donc je vous ai un peu listé les difficultés qu'on a rencontrées pour ce référencement. Ces difficultés étaient déjà dans la contradiction entre la logique qu'on avait mis en place nous et la logique du dossier de référencement, c'est-à-dire que nous, on avait une volonté de pouvoir s'adapter facilement aux spécificités qu'on pouvait rencontrer, alors que comme je le présentais, la logique voulait plutôt une interopérabilité standard et sans spécificité justement. Donc on a dû adapter un petit peu notre fonctionnement pour correspondre à cette logique-là. Et en plus, le dossier de référencement étant assez volumineux, donc c'est assez compliqué sur la charge et aussi compliqué sur la compréhension des exigences. Le cadre d'interopérabilité c'est un peu compliqué à intégrer dans toute sa globalité. Et donc, ce qui nous a permis de vaincre un petit peu ces difficultés, sur la partie compréhension du cadre, c'est de participer aux événements de type Projectathon et Connectathon qui permettent de rentrer concrètement dans les cas d'usage qui sont décrits. Et grâce à notre ambition de référencement sur la première vague du catalogue de services, du coup, on a mis en place les ressources nécessaires et les moyens nécessaires en faisant appel à toutes les expertises des personnes qui étaient volontaires pour se mettre sur ce dossier et donc de remplir ce dossier plus facilement avec les moyens qu'on avait à notre disposition. Il faut savoir que ce travail n'est pas en vain parce que les recommandations du cadre permettent de donner des guidelines pour la roadmap. Ça nous permet même si on a atteint le niveau d'exigence requis, de pouvoir quand même aller plus loin sur ces exigences-là et donc de savoir ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir y répondre. Et on a aussi une valorisation du travail fourni, du coup, toujours sur la partie commerciale, parce que les 150 critères qui permettent de remplir le dossier et de valider le dossier sont donc un gage de conformité pour nous de nos produits, en tout cas du portail patient, sur la partie cadre d'interopérabilité et sur le reste des critères. Et donc, par la suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le référencement avec échange de données de santé. Quels échanges vont être mis en place avec Mon Espace Santé? C'est la synchronisation des comptes pour qu'un patient puisse se connecter depuis Mon Espace Santé vers son application du catalogue de services et inversement. La synchronisation des constantes si elles sont remontées par un objet connecté ou par un suivi connecté dans Mon Espace Santé. L'envoi de documents depuis un portail patient vers Mon Espace Santé pour que les documents remontent dans le DMP, anciennement DMP. Et enfin aussi la synchronisation des rendez-vous pour que les rendez-vous présents dans Mon Espace Santé puissent être affichés dans une application du catalogue de services, par exemple le portail patient, et pour que les rendez-vous pris
dans ces applications puisse aussi remonter dans mon espace santé. Pour présenter un petit peu le fonctionnement de ces échanges de données de santé, il faut rentrer un petit peu dans le détail du HL7 qu'on appelle V4 ou FHIR. Donc ce format-là a été publié en 2014 et en fait permet de créer une interopérabilité qui est plus facile et plus rapide à mettre en place. Ça se base sur les mêmes données que le HL7V2 qu'on connaît, mais en rajoutant une couche Web API et une logique de ressources. Pour expliquer un petit peu, je vous ai mis un exemple de HL7V2 tel qu'on le côtoie dans la majorité des établissements sur la partie interopérabilité. Et donc, on peut noter que sur ce HL7V2, on a une notion de patient qui va donc être associée à une ressource patient. On a une notion de professionnel de santé qui va être associée à une ressource médecin practitioner. Et donc, on crée, en faisant le lien entre ces deux données, la logique de cercle de soins sur la ressource Care Team, en faisant le lien entre le patient, le médecin et le rôle qu'a ce médecin pour le patient. C'est cette logique de FHIR qui est basée sur des ressources et qui découle de ce qui existe déjà, mais associée différemment. Et en rajoutant ce que je vous disais, cette couche Web API, c'est ça qui permet de créer le FHIR. Enfin, d'utiliser, c'est là-dessus qu'est basée la norme de FHIR. Et donc, dans le cadre de mon espace santé, voici les deux volets qui vont être présents pour la partie agenda et pour la partie document. La partie constante fonctionnera pareil, mais n'est pas détaillée ici. Et l'idée, c'est donc de faire appel à des ressources qui sont définies par le FHIR, donc la ressource médecin, rendez-vous, documents, tout ça, c'est des choses qui existent déjà et qui sont étendues pour la mise en place des échanges avec mon espace santé. Donc ces éléments-là vont être étendus, comme je vous le disais, c'est-à-dire que mon espace santé va rajouter une logique de façon de faire ou des données spécifiques qui devront être attendues dans ces ressources. Et c'est à ces profils-là que doivent être conformes les outils qui souhaitent se connecter à mon espace santé avec l'échange de données de santé. Ces dossiers de référencement avec échange de données de santé vont être possibles à partir de juillet 2023, donc globalement demain. Et le temps de valider ces dossiers, les premiers référencements devraient être validés pour la rentrée. Il faut noter que les dossiers de référencement qui étaient déjà existants pourront être rattachés à la démarche avec échange de données de santé. Donc, il faudra compléter les éléments, notamment sur la partie test technique, mais les dossiers ne devront pas être re-remplis au total. Et je vous présente sur la droite un détail du processus de référencement pour la marque blanche, où en fait, il y a une nécessité de remplir un dossier côté éditeur, donc le dossier de l'application, du détail du produit, et ensuite la nécessité de remplir un autre dossier qui est une copie du dossier éditeur pour la partie distributeur, c'est-à-dire la partie application en marque blanche. Donc pour la partie référencement avec données de santé, avec échange de données de santé, c'est le cadre violet qui va devoir être refait, c'est-à-dire le dossier distributeur, la validation lors d'une commission et les tests techniques pour être référencés sur le portail dans le catalogue de services Mon Espace Santé. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Gwenaëlle. On s'était permis de couper ta caméra parce que parfois le son coupait un petit peu. J'ai vu, j'espère que vous n'avez pas perdu d'informations. Il y a un petit moment où je pense qu'il nous a manqué une minute, mais sinon, je pense que sinon, ça a été. Je ne sais pas s'il y a des questions du côté des participants. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Elles pourront, enfin, si c'est à la suite du webinaire, il n'y a pas de souci, on pourra redonner la parole à Gwenaëlle. Moi, j'ai une petite question, Gwenaëlle, rapidement. Oui. Est-ce que vous avez fait, enfin, vous avez
eu besoin de ressources externes à la fois financières, enfin un appui financier sur la mise en conformité à ces référentiels ou alors une expertise technique. Enfin, est-ce que vous êtes appuyé sur ou alors sur des expertises externes ou est-ce que c'était en interne, vous avez eu les compétences et les ressources humaines adaptées? On avait en effet les ressources humaines adaptées en interne. Le sujet qu'on a eu, c'était de réussir à les mobiliser pour répondre à ce dossier de référencement. Sur la partie interopérabilité technique, j'étais un peu la ressource. On avait une notion de sécurité qui a fait appel à une ressource différente. La notion d'éthique a fait appel beaucoup à l'établissement parce qu'en fait, les notions d'éthique sont sur la validation des contenus par un soignant et ce genre de choses. Donc, c'est plutôt côté établissement dont on avait besoin de ressources. Mais donc, on a fait le lien avec les chefs de projet chez nous pour réussir à trouver les réponses dont on avait besoin pour répondre au dossier. Ok, ça marche, merci. Bah, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, du coup, on va pouvoir vous donner la main à Marie. Très bien. Donc, désolée, du coup, c'est un petit peu décousu, mais bah, merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci à vous. Merci, Coralie. Donc, je repartage mon écran. Activer ta caméra si tu peux, et puis je désactiverai la mienne pour favoriser la bande passante. Très bien. C'est parfait, on voit tout. Super. Et bien parfait, alors merci et puis désolée pour ce petit couac début de présentation, couac de connexion. Donc Gwenaëlle a pris le relais, merci Gwenaëlle, et on va redézoomer dans cette deuxième partie, dans cette présentation pour avoir une vision un peu plus générique, générale d'interopérabilité. Et je vais commencer par laisser la main à Charlotte qui va parler un petit peu de Kereval. Oui, Kereval brièvement. Merci Marie. Donc Charlotte Nenny, moi je suis ingénieure d'affaires e-santé et juste en 2 minutes pour vous présenter la société Kereval qui a 20 ans d'existence maintenant et dont le cœur de métier est le test logiciel. Donc on est basé à Rennes, on a aujourd'hui un peu plus de 80 collaborateurs au sein de l'entreprise et comme vous pouvez le voir sur la partie droite de la slide, on va dire une grande majorité de notre activité tourne autour du domaine de la santé et particulièrement dans le domaine de l'interopérabilité. Donc, c'est vrai que sur ce domaine-là, on intervient beaucoup auprès des régulateurs, donc que ce soit en France avec l'ANS, mais aussi dans d'autres pays comme l'Amérique latine, la Suisse, le Canada, voilà, où on intervient auprès des régulateurs pour mettre en place finalement un cadre d'échange d'informations. Mais pour autant, on a aussi une d'activité dans le test logiciel dans d'autres secteurs comme la défense, l'industrie ou encore l'économie numérique. Et pour revenir au secteur de la santé et de l'interopérabilité, toute cette activité-là est tournée autour de la plateforme de test Gazelle que Marie vous présentera juste après. Et pour information, cette plateforme n'est pas utilisée que dans le domaine de la santé, puisque là, voilà, on a des projets qui se développent, notamment avec la direction informatique de la Commission européenne pour un projet de partage de documents administratifs entre pays. Et il y a d'ailleurs un projectathon qui se déroule en ce moment même pour vraiment tester les échanges entre les administrations des pays. Juste la deuxième slide. Et voilà, pour vous parler un petit peu plus de notre offre de services, donc on intervient auprès des entreprises pour du test logiciel de systèmes d'information ou de systèmes embarqués avec des systèmes
basée ou non sur de l'intelligence artificielle. On a donc une offre de services tournée autour du conseil sur la stratégie de test, donc du conseil, de l'audit de processus de test, de la stratégie de test et de la conception. On peut également exécuter les tests pour nos clients. Si cela est intéressant, on va aussi proposer de l'automatisation de tests pour un gain de temps. Et on fait aussi du développement et de la maintenance de bandes tests. Dans le domaine de la santé, et pas que, puisque je l'ai dit juste avant, on apporte le soutien à l'organisation des connectatons et projectatons, dont il sera question en fin de session. Donc, je laisse la main à Marie pour poursuivre cette présentation et rentrer du coup dans le vif du sujet, qui est l'interopérabilité. Merci Charlotte. Donc en 2 mots pour introduire l'interopérabilité, c'est vraiment, on a besoin d'échanges de données entre 2 systèmes. On a un acteur qui a besoin d'échanger un document, un autre acteur qui a besoin de le consulter. Et donc tout l'objectif de l'interopérabilité et notre travail, c'est d'élaborer des règles pour que l'information qui est échangée soit comprise par tous les acteurs et puisse être exploitée au mieux. Donc les questions auxquelles on est confronté, c'est comment est-ce que plusieurs systèmes peuvent interagir et comment est-ce qu'un document, par exemple, doit être structuré. Quelles sont les règles à mettre en place pour structurer les documents, pour échanger les documents, etc. Du coup, l'ensemble de ces règles, ça va s'appeler cadre d'interopérabilité. Donc, c'est vers ça que la présentation va se diriger, vers la définition d'un cadre d'interopérabilité, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on teste notre conformité par rapport à un cadre d'interopérabilité. Donc, c'est voilà, une partie qui arrivera en fin de présentation. Et avant d'arriver au cadre d'interopérabilité, je vais revenir sur des définitions, sur un petit peu, alors de manière assez superficielle, mais présenter un petit peu ce que c'est qu'un standard, les grands standards en e-santé, qu'est-ce que ça veut dire que le profilage des standards, et puis un petit peu de notions de terminologie aussi, qui nous permettront de comprendre ce que c'est qu'un cadre d'interopérabilité. Donc, la définition classique de l'interopérabilité, c'est bien la capacité que possède un produit ou un système à communiquer avec d'autres produits ou systèmes qui existent ou à venir, et cela sans restriction d'accès et sans mise en œuvre de développement supplémentaire. Gwenaëlle, on a un petit peu parlé des avantages de l'interopérabilité dans sa présentation. Les 4 grands avantages de l'interop, c'est la mutualisation de l'information, et donc limiter les saisies multiples, donc limiter les erreurs de saisie. C'est un gain de temps pour les industriels. C'est un point d'entrée unique pour de nombreuses sources de données. Et des sources de données, dans notre domaine, il y en a de plus en plus. Donc, c'est voilà, le moyen d'avoir un point d'entrée unique. Et puis, une gestion facilitée avec ce nombre d'acteurs qui augmente fortement et le nombre de flux côté santé qui augmente fortement aussi. Pour continuer cette définition de l'interopérabilité, on oppose souvent interopérabilité à un niveau inférieur qui est la compatibilité des systèmes. 2 systèmes vont être compatibles s'ils sont capables de communiquer entre eux. Donc A est compatible avec B, C est compatible avec D, mais pour que A communique avec C, il faudra des adaptations supplémentaires. L'interopérabilité, c'est plus que la compatibilité, c'est le fait que les systèmes interopérables soient capables de communiquer entre eux, avec tous les autres systèmes qui sont interopérables, sans avoir besoin de développement supplémentaire. Donc, de manière un peu plus précise, on définit l'interopérabilité autour de cas d'usage. Les cas d'usage, ça va être par exemple la gestion du cercle de soins. Je pense que Clotaire en parlera tout à l'heure. Ça peut être aussi l'accès aux données d'imagerie, ça peut être la gestion de l'agenda d'un médecin, etc. Donc, on a des cas d'usage auxquels il faut répondre, apporter une solution. La solution, ça passe par une spécification technique pour répondre à ce cas d'usage. Les spécifications, elles sont écrites en se basant sur des standards, des terminologies, des objets métiers qui sont disponibles. C'est vraiment notre base et on va piocher dedans pour rédiger des spécifications. Les specs d'interopérabilité, elles sont ouvertes, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes peuvent participer à la rédaction des spécifications et donner leur avis. C'est le cas des concertations publiques
que propose l'ANS quand il y a une nouvelle spécification qui est rédigée ou une mise à jour importante d'une spécification existante. Et donc, ces specs, elles sont ouvertes et elles ont vocation à être publiées pour être partagées. Donc ensuite, les systèmes qui sont conformes aux spécifications qui ont été écrites et publiées sont interopérables. Le but, c'est qu'ils soient interopérables et que les données soient transférables entre systèmes. Donc ça, c'était schématiquement ce qui se passe quand on s'intéresse à un cas d'usage. On sait qu'on a énormément de cas d'usage à couvrir dans le domaine de la santé. Donc là, c'est la même représentation, mais cette fois, chaque bloc représente un cas d'usage. Donc on voit bien ici que notre objectif, c'est l'interopérabilité des systèmes. Donc les systèmes en bleu qui sont interopérables pour un cas d'usage autour d'une spécification. Et puis quand on regarde plusieurs cas d'usage, on a nos systèmes qui sont interopérables. Et quand on a des données qui sont partagées entre cas d'usage, l'objectif, c'est aussi l'interopérabilité des données. Donc, interopérabilité des systèmes et interopérabilité des données. Alors, le petit schéma fantôme à droite, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de... C'est pas un monde qui est figé. Les standards, les terminologies, les objets métiers, c'est une base solide sur laquelle on va s'appuyer pour faire de l'interop. Mais si on se trouve face à un cas d'usage pour lequel il n'existe pas de standard adapté, il y a aussi la possibilité de proposer de nouveaux standards et voilà, le domaine est ouvert, c'est-à-dire qu'à l'usage, les nouveaux standards pourraient très bien se retrouver dans les standards internationaux qui sont proposés à tous. Donc, on a bien des standards, des terminologies qui nous permettent d'écrire des spécifications pour avoir une interopérabilité des systèmes et des données. Si on va un petit peu plus loin, on peut descendre à deux grands niveaux d'interopérabilité. Une interopérabilité qui va être plus syntaxique et une interopérabilité qui va être sémantique. Alors, en quelques mots, l'interopérabilité syntaxique, c'est l'interop qui s'appuie sur des standards. L'objectif étant de structurer le contenu d'un document et d'indiquer sur quel jeu de données il faut s'appuyer. Donc, les standards, ils vont spécifier la syntaxe à utiliser et aussi la sémantique, c'est-à-dire les jeux de valeurs sur lesquels s'appuyer. Donc, les standards, on verra très rapidement après des grands exemples comme le CDA pour les documents, HL7V2 pour les messages, Fire, Gwenaël en a parlé aussi, j'y reviendrai un tout petit peu en détail. Ça, c'est les standards. Et, je l'ai dit, les standards s'appuient sur de la sémantique, et ça, c'est les terminologies. Donc, l'objectif d'avoir des terminologies, c'est d'être sûr que tout le monde interprète les concepts de la même manière. Donc, tous les acteurs interprètent les concepts de la même manière, et pour ça, on va spécifier un ensemble de jeux de valeurs pour l'ensemble des concepts de santé. Donc, je citerai quelques terminologies au niveau national, au niveau international, tout à l'heure. Donc, d'abord, un petit mot sur les standards d'interopérabilité. Là, j'ai représenté un historique des standards d'HL7. Alors, HL7, c'est une organisation de développement de standards. C'est une organisation qui est ouverte, qui est basée sur le consensus et qui fonctionne sur le volontariat. L'objectif d'HL7, c'est de promouvoir une interopérabilité globale des données de santé. Et donc, HL7 fait la promotion des standards, pousse pour leur adoption et pour leur implémentation. Donc, juste voilà, ça c'est le premier standard d'HL7 proposé en 87, c'est HL7V2, basé sur des messages. Un autre standard qui continue à être très, très utilisé, c'est HL7V3, une partie qui s'appelle le CDA pour les documents. Et puis, on est arrivé à un moment vers 2011 où les standards proposés montraient des limites, étaient trop complexes ou pas suffisants. Et donc, il y a eu une réflexion à ce moment-là pour proposer un nouveau standard, et c'est ce qui a donné Fire. Donc, première version de Fire, Gwenaël le disait, en 2014, et on vient d'avoir, il y a quelques semaines, la 5e version, un R5, côté Fire. Voilà, donc quelques mots sur HL7V2.
c'est vraiment un standard de type, le contenu est bien de type message, et les messages, c'est ce qui est considéré dans HL7V2 comme le plus petit élément communicable. Un message, c'est cette structure, c'est-à-dire des segments, et à l'intérieur de chaque segment, des champs qui sont définis. Donc, il va y avoir, on trouve une grande quantité de messages HL7V2 qui sont proposés par le standard pour couvrir les données administratives du patient, par exemple, la gestion administrative du patient, mais aussi les prescriptions d'examen, la gestion financière, etc. Donc, il y a eu quelques versions depuis la première proposition du standard, des versions qui sont rétrocompatibles. Et voilà, c'est un standard qui est très utilisé, et qui a atteint un palier de maturité, mais qui est aujourd'hui très utilisé. Là, un exemple ici qui ressemble à l'exemple que vous avez vu tout à l'heure, donc un message HL7V2 avec différents segments. De manière très générale, le premier segment est toujours un segment MSH. Et puis là, dans cet exemple, on a un segment PID, un segment PV1, avec donc l'identification du patient et puis l'identification d'une venue de ce patient à l'hôpital. Donc voilà pour HL7V2. Alors en termes de maturité, je dis c'est un standard qui est très mature et c'est un standard qui est adopté à l'échelle internationale, à l'échelle nationale évidemment. Les derniers cas d'usage traités par l'ANS étant la transmission de documents CDA en HL7V2 et la transmission au LPS d'un document CDA qui vient de messagerie sécurisée. Et puis, il y a des profils internationaux qui sont définis, PAM, ILW, LTW, etc., et qui sont repris dans le contexte français par Interop Santé. Donc ça, c'était HL7V2. Maintenant, un standard très différent, le standard CDA, Clinical Document Architecture, qui là, on parle d'un contenu de type document. Alors, le document pouvant contenir du texte, des images, à peu près ce qu'on veut. C'est un standard qui est toujours en croissance. Et en termes de structure, dans un document CDA, on va bien avoir deux parties différentes. On va avoir une en-tête dans laquelle on a la description du contexte, et puis le corps du message dans lequel on a le contenu. Et le corps du message, il peut être plus ou moins structuré. C'est pour ça qu'on parle de niveau 1, niveau 2, niveau 3 de CDA. Niveau 1, le corps n'est pas structuré du tout. Et niveau 3, on a un corps qui est structuré. Alors, il y a 6 grandes caractéristiques pour le standard CDA. La première, c'est la persistance. Ça veut dire que tout au long de sa vie de document, en fait, le CDA, il doit rester cohérent, accessible, inaltérable. Donc, il est défini une bonne fois pour toutes. Ensuite, il y a la notion d'intendance. Ça veut dire que l'organisation qui va produire, qui va proposer le document, elle doit assurer la gestion et le suivi du document et mettre à disposition des utilisateurs des mises à jour du document s'il y en a. Ensuite, il y a la notion de responsabilité, puisque tout document doit être authentifié par une signature. Et la personne qui va signer le document, elle prend la responsabilité du contenu de ce document. Ensuite, cohérence. J'ai dit tout à l'heure, il y a une partie contexte, une partie contenu. La partie contexte est obligatoire. Elle doit forcément faire partie du document. Intégralité, ça veut juste dire que le document doit être complet. Et puis lisibilité, parce que le document doit pouvoir être restitué aux personnes qui sont habilitées à le lire. Donc voilà en quelques mots le standard CDA. Alors c'est un standard qui est très utilisé. Côté français, l'Agence du numérique en santé propose à peu près couvre 23 cas d'usage avec le volet CDA. On va retrouver le compte-rendu de biologie, le compte-rendu d'imagerie, par exemple, des fiches de concertation multidisciplinaires. Enfin, voilà, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont traités en CDA. Du côté de la CNSA, c'est un standard qui est utilisé aussi, en particulier pour représenter le dossier d'un individu en situation de handicap. Puis au niveau international, dans les domaines Patient Care Coordination, PALM, etc. Et le dernier standard sur lequel je voulais m'attarder un petit peu, c'est le standard FHIR. Donc, Gwenaëlle en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un standard qui a été conçu par les développeurs et autour duquel aujourd'hui on a une communauté très importante.
Ce matin, pendant le webinaire, il y a Clotaire Delanchy du GCS qui va intervenir, Nicolas Ries de l'ANS, qui sont des membres très actifs de la communauté FIRE. Et voilà, il y a une vraie dynamique autour de FIRE au niveau international et aussi au niveau national. FIRE, c'est, par rapport à d'autres standards, FIRE, c'est vraiment deux choses. C'est d'abord le contenu des données échangées, donc basé sur des ressources. On va avoir une ressource pour décrire le patient, une ressource pour décrire les dispositifs médicaux, etc. Donc, les blocs de construction, c'est vraiment des ressources. Donc, FIRE décrit le contenu des ressources. Et puis, FIRE décrit aussi la manière d'échanger les données. Donc, FIRE propose 4 manières d'implémenter le standard. Alors, ce n'est pas fermé, hein, il peut y avoir d'autres paradigmes, mais les 4 grandes manières d'implémenter FIRE, c'est REST, les documents, les messages et les services. Alors, dans la plupart des cas, l'API REST est utilisée, mais il y a aussi d'autres possibilités. Voilà. Donc, l'API REST, en 2 mots, les ressources vont être échangées essentiellement en XML ou en JSON, en réalisant des opérations de création, de mise à jour, de suppression et, j'oublie, de recherche. Ces opérations-là, elles peuvent s'appliquer soit à une ressource particulière, soit à l'ensemble des ressources d'un même type, soit à l'ensemble du système. Donc voilà, FIRE, conçu par les développeurs, pour les développeurs, et de plus en plus utilisé, avec quand même un petit bémol par rapport à la maturité du standard, puisqu'aujourd'hui, j'ai dit, on est en version 5 du standard, mais contrairement à d'autres standards, en fait, on a commencé à implémenter FIRE alors que le standard n'était pas au stade normatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelques ressources, de plus en plus, qui sont au stade normatif, mais la plupart sont encore susceptibles d'évoluer de manière plus ou moins importante. Donc, voilà, une des problématiques de FIRE. Donc, l'utilisation de FIRE aujourd'hui, on retrouve au niveau international, en particulier pour l'échange de documents en mobilité. Du côté médico-social, c'est un standard qui est utilisé aussi pour échanger des informations à propos de l'usager et pour suivre les décisions d'orientation. Et puis, dans la couche service du CISIS, hein, j'introduirai le terme tout à l'heure, on retrouve le cahier de liaison, le cercle de soins, etc., qui repose sur le standard FIRE. Donc, de manière un peu superficielle, j'ai présenté les 3 grands standards. Il faut vraiment voir ça comme des standards avec des éléments qui sont décrits, des messages. Voilà, c'est générique. Et on a besoin, quand on s'intéresse à un cas d'usage particulier, de pouvoir profiler le standard. Alors, profiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur le standard et qu'on va le contraindre pour répondre à notre cas d'usage spécifique. Donc, comme si le standard, c'était une grosse boîte de Lego, et puis on va pouvoir en faire un bus, une maison, un poney club, n'importe quoi. On va prendre les briques qui nous intéressent et construire une réponse à un cas d'usage spécifique. Donc, les profils qu'on va définir, ils doivent être rédigés de manière standardisée, ils doivent être publiés parce qu'ils ont vocation, enfin, le but c'est de les partager, ils doivent être disponibles pour la validation et pour l'implémentation, et ils vont être testés pendant des événements d'interopérabilité, Projectathon, Connectathon. Le profilage, il peut se faire à différents niveaux, au niveau international, au niveau national ou au niveau projet. Donc là, j'ai juste mis un exemple pour les mesures de santé, c'est un exemple FIRE, parce que le standard FIRE définit une ressource qui s'appelle Observation. Ça, c'est la ressource générique. HL7 a créé un profil qui s'appelle Vital Signs en appliquant quelques contraintes sur cette ressource Observation pour décrire les signes vitaux. HL7 toujours a repris ce profil Vital Signs pour le contraindre davantage de manière à vraiment proposer un profil spécifique pour le poids d'un individu. Et puis ensuite, au niveau national, Interop Santé s'est appuyé sur ce profil Body Weight, a appliqué des contraintes supplémentaires, donc a encore profilé ce profil
pour appliquer les contraintes françaises. Et l'ANS ensuite s'est appuyé sur le profil d'Interop Santé pour appliquer des contraintes pour le volet mesures de santé. Donc là, c'est vraiment un exemple d'héritage. On profile de plus en plus pour être de plus en plus spécifique. Alors, je vais vraiment juste dire un mot sur les terminologies. Ça, c'est un exemple FHIR d'une ressource patient. Donc, il y a un élément qui est le genre, qui est un élément codé, et pour lequel donc on doit pouvoir s'appuyer sur une terminologie. Donc, on a besoin de jeux de valeurs, de code système, etc. On a besoin de terminologie pour pouvoir répondre aux éléments codés. Donc, en 2 mots, il y a les nomenclatures d'objets de santé, les NOS, qui sont des terminologies gérées au niveau national par l'ANS. Et puis, en fonction du sujet, on va avoir différentes terminologies. Donc, la LOINC pour les observations médicales, les analyses de biologie médicale, etc. La CIM10, CIM11 pour les diagnostics médicaux. Une terminologie pour les unités. La SNOMED pour tout ce qui est domaine clinique. Voilà, ça, c'est un ensemble qui existe, qui vit, qui évolue. Ça, c'est les terminologies. Donc, j'ai introduit les standards, j'ai introduit les terminologies, et on arrive du coup à la définition d'un cadre d'interopérabilité. Donc, un cadre d'interopérabilité, c'est un ensemble de spécifications qui identifie la structuration des informations et qui décrit les mécanismes d'échange. Donc, on va s'appuyer sur des standards génériques ou spécifiques santé. On va répondre à des cas d'usage en rédigeant des spécifications. Et l'ensemble de ces spécifications, ça va s'appeler cadre d'interopérabilité. Donc, quelques exemples. Il y a un cadre d'interopérabilité dans le domaine de la santé au niveau international qui est proposé par IHE, Integrating the Healthcare Enterprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est voilà, le IHE propose des profils pour répondre à des cas d'usage au niveau international. Et puis, on va trouver des cadres d'interopérabilité nationaux. En France, ça s'appelle le CISIS, géré par l'ANS. En Suisse, ça va s'appeler le DEP pour dossier électronique du patient. En Grèce, on va avoir un autre nom, mais le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le cœur existant et défini au niveau international et on applique des contraintes pour les spécificités nationales ou régionales. Et si au niveau national, on veut traiter un cas d'usage qui n'a pas été traité par IHE, et ben, on peut aussi proposer des profils nationaux. Quelques mots sur le CISIS, le cadre d'interopérabilité français. Donc le CISIS repose sur 3 couches différentes, la couche transport, la couche service, la couche métier. Donc côté transport, on va avoir quelques spécifications qui sont communes à différents cas d'usage. Dans la couche service, c'est là qu'on va retrouver le cahier de liaison, le cercle de soins, le partage de documents de santé, par exemple. Donc là, on va décrire les interactions entre systèmes. Et puis, dans la couche contenu, la couche métier, on va retrouver toutes les spécifications de contenu, le compte rendu de biologie, compte rendu d'ANAPAT, etc. Donc, le CISIS, 3 couches. Et là, c'est juste un exemple. Si on veut déposer le compte rendu de biologie d'un patient sur son DMP, eh ben, on va faire appel à 3 volets différents qui viennent des 3 couches du CISIS. Le volet compte rendu de biologie qui est dans la couche métier, le volet partage de documents de santé de la couche service et le volet transport synchrone pour clients lourds de la couche transport. Donc, c'est bien un ensemble qui permet de répondre, par exemple, aux besoins de déposer un CR de biologie sur le DMP. Alors, maintenant qu'on a ces cadres d'interopérabilité au niveau international ou au niveau national, on va vouloir évaluer l'interopérabilité des solutions qui sont développées. Donc, les éditeurs peuvent s'appuyer sur les spécifications pour développer les solutions. Et après, on va leur proposer des outils pour vérifier la conformité des solutions aux spécifications. Donc, Charlotte a parlé tout à l'heure de la plateforme Gazelle qu'on propose, qui a un banc de tests orienté test de conformité et test d'interopérabilité. Je vais y revenir juste après. Et donc, on va proposer des outils de validation, de simulation. On propose aussi des outils pour capturer les messages pendant les événements ou organiser des sessions de test, par exemple. Donc, un mot sur les 2 types de tests. D'abord, les tests de conformité. Le principe, l'objectif, c'est de tester la correcte mise en œuvre des spécifications dans les systèmes. Donc,
on a un système sous test. L'éditeur va générer un message, va pouvoir se connecter sur la plateforme Gazelle et demander à valider son message. Est-ce que mon message est conforme aux spécifications ou pas? Donc, je vais prendre 1 minute pour vous montrer à quoi ça ressemble d'aller faire un test de conformité. Donc là, je suis sur la plateforme de test, l'espace de test de l'ANS. Le service de validation s'appelle EVS Client. Hop, je vais sur EVS Client. Et dans ANS, ici, j'ai une partie Fire dans laquelle je peux aller valider mon message. Donc, je vais aller chercher, là, j'ai pris un exemple cercle de soins. Donc, c'est un exemple de ressource Care Team. Je dois sélectionner ici le validateur qui m'intéresse. Donc là, c'est une ressource Care Team donc pour la création du cercle de soins. Et si tout se passe bien, là, c'est une validation. L'exemple était correct. J'ai bien défini mon instance de ressource Care Team. Et donc, là, le EVS Client me dit, ben, d'accord, pas de problème. Je trouve que la ressource que tu m'as proposée est valide et conforme aux spécifications. Maintenant, si je prends cette même ressource et que j'enlève un élément qui était défini comme obligatoire, donc là, j'ai volontairement un exemple non passant, je prends le même validateur. Là, il réfléchit beaucoup parce qu'il y a une erreur dedans, enfin, dans mon exemple. Ou si c'est un peu long, il va falloir me croire sur parole. Toujours des problèmes de connexion. C'était juste un peu long, pardon. Et donc là, j'ai enlevé un élément qui était obligatoire et donc mon retour de validation est négatif. Et EVS Client précise, ben voilà, pourquoi est-ce que c'est failed? Parce que l'élément status qui est obligatoire dans les spécifications n'est pas présent ici. Je n'ai pas trouvé l'élément status, donc je ne valide pas la conformité de ce message. Voilà pour juste cette petite démo. Hop, je repasse sur cet écran. Donc ça, c'était les tests de conformité. Et l'outil Gazelle, enfin la plateforme Gazelle propose aussi des tests d'interopérabilité. Donc là, c'est autant les tests de conformité, l'éditeur vient tout seul sur la plateforme et passe par EVS Client. Dans les tests d'interopérabilité, c'est des tests entre partenaires. Donc ça peut se faire pendant des sessions de tests, des événements type Projectathon, Connectathon, dans lequel deux systèmes sont mis en relation, échangent des messages. Ces messages sont interceptés par un proxy et envoyés vers le même outil de validation pour vérifier leur conformité. Donc, c'est bien des messages qui sont échangés et pendant l'échange, on va vérifier leur conformité aux spécifications. Voilà pour les deux types de tests. Et dernière dia pour finir, donc les sessions de tests d'interopérabilité, ça peut se faire au niveau national et on appelle ça Projectathon, ou au niveau international et on appelle ça Connectathon. Donc, le principe est le même, hein, c'est de tester entre partenaires les cadres d'interopérabilité, soit internationaux, soit nationaux. Donc, l'objectif de ces événements, c'est bien de maintenir, de promouvoir et de pousser à l'adoption des spécifications d'interopérabilité. Les enjeux majeurs pour les éditeurs, c'est que l'ESI soit compatible, conforme au cadre d'interop et que l'ESI soit capable d'échanger avec d'autres systèmes. Donc voilà pour la présentation, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, il n'y en a pas, en tout cas, de notre côté. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marie sur les aspects un peu techniques côté interopérabilité. Et puis, ça a l'air d'y en avoir. Je propose qu'on enchaîne. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent au cours du webinaire, n'hésitez pas à nous dire que c'est pour Marie. Et puis, on redonnera la parole à Marie
par la suite. On va repasser du coup la main à Clotaire pour la partie partage d'expérience un petit peu côté établissement de santé. Donc Clotaire, je t'ai donné la main, donc tu vas pouvoir y aller. Merci. Je vais se lancer la presse. Voilà. Alors, quel écran vous voyez? Le bon ou pas le bon? On voit le bon. Coordination C'est des bon. structures interopérables. Pardon, parfait. Et bien, on est parti. Alors, bonjour à tous, donc Clotaire de Lanchy. Donc, moi, je suis chef de projet e-santé interopérabilité au GCS Santé Bretagne. Donc, je ne vais pas faire le rétexte d'un point de vue d'un établissement, mais je vais essayer de vous montrer comment on peut travailler avec les établissements sur l'interop à l'échelle de la région. Parce que justement, l'intérêt de cette échelle régionale, c'est justement d'échanger de l'information de façon interopérable entre établissements. Donc, on va plutôt se mettre de ce point de vue-là. Et on va parler plus spécifiquement de la coordination des structures. Sur la gestion de la rupture de parcours, qui est un cas d'usage sur lequel on a travaillé, et du cercle de soins qu'on a déjà un peu esquissé dans les deux présentations d'avant. Donc, en termes de contenu de la présentation, je vais vous présenter quand même le GCS Santé Bretagne et notre rapport aux établissements, parce qu'on a un rapport assez particulier avec les établissements qui me permet voilà, de vous présenter un peu ce point de vue. Et ensuite, on va parler des deux cas d'usage mis en place, donc la gestion de la rupture de parcours et la gestion du cercle de soins. Et après, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez aussi intégrer l'interop dans vos projets, les petites choses auxquelles il faut penser quand vous démarrez un projet ou quand vous souhaitez voilà, passer au stade du dessus. Alors, le GCS Santé Bretagne, qui on est? Donc, on est une entreprise privée à but non lucratif, donc un organisme régional créé en 2007. Et donc, les activités, c'est surtout qu'on va concevoir et déployer des solutions de e-santé pour nos adhérents, qui sont les établissements de santé bretons et aussi les professionnels de santé sur le territoire breton. Et au-delà de concevoir et déployer ces solutions de e-santé, on accompagne évidemment le déploiement de ces solutions et on conseille, voilà, avec un petit rôle d'expertise. Et on essaye voilà, de garder une cohérence dans l'infrastructure régionale et les services mutualisés. Donc, dans les services qu'on va pouvoir avoir, on trouvera par exemple deux types de services. On va avoir des services qui sont à destination de nos adhérents et qui ont été faits pour nos adhérents à partir de leurs besoins. Donc, par exemple, on a travaillé sur une plateforme de téléconsultation régionale, donc qui peut être utilisée par chacun de nos adhérents. Un service de télésanté, etc. Et on va aussi déployer, et ça sera la casquette que je vais vous présenter juste après qu'on a à côté GCS, on va aussi déployer des projets nationaux à l'échelle de la région, comme le ROR, qui est le répertoire opérationnel des ressources, dans lequel on va pouvoir avoir une description complète de l'offre de soins sur l'échelle du territoire, ainsi que la disponibilité des lits dans chacun des services des structures. Et donc, pourquoi est-ce qu'on déploie ces deux types de projets? Eh bien, notamment parce que on a une casquette de grades. Alors, les grades, c'est les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. Donc, vous en avez un par région en France. Et donc, c'est une casquette qui est donnée par le national. Donc, souvent pour des GCS, mais pas tous. Hein. Maintenant, certains sont des GIP aussi, par exemple Cézanne, qui est le grade Île-de-France. Et donc, on assure voilà, notre expertise et on apporte notre expertise à l'échelle régionale en lien avec le national. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on connaît pas mal des interlocuteurs nationaux comme l'ANS. Et on est réunis dans un collège des grades voilà, pour essayer de mutualiser un petit peu nos besoins et faire remonter plus facilement aussi de façon unique une voie globale vis-à-vis du national. Donc si jamais voilà, vous n'êtes pas dans la région Bretagne mais ou que vous discutez avec des gens hors région Bretagne qui auraient besoin de ce genre d'expertise aussi, qui n'hésitent pas à contacter aussi le grade de leur région. Et donc, notre rapport établissement, donc le GCS, nous, on est 48 collaborateurs au final, et on est répartis sur 3 sites. Donc, le site principal, c'est Saint-Brieuc, enfin, c'est Rennes, le site principal, et le siège social est encore à Saint-Brieuc. Et on a un autre site à Vannes, et on a également des chargés de développement e-santé qui sont sur l'ensemble du territoire, donc qui voilà, sont au plus proche de vous sur les territoires de santé, donc autour de Vannes, de Quimper, de Brest, etc. Et c'est là que c'est intéressant, on a, donc dans nos adhérents, on en a 339. On suit 339 structures ou organisations professionnelles sur l'ensemble du territoire breton, ce qui représente quand même un certain nombre d'établissements. D'où voilà
comment dire, notre lien fort qu'on a, parce qu'en plus, on est une structure qui a été créée par des adhérents, donc pour répondre justement à leurs besoins. Et donc, dans les types d'adhérents qu'on va voir, donc comme je vous le disais, des établissements, qui peuvent être des structures sanitaires, publiques ou privées, et également tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Et on va avoir de l'autre côté aussi des professionnels, donc des cabinets ou des professionnels libéraux qui peuvent du coup adhérer via des organisations comme l'URPS Médecins Libéraux, etc. Et donc ce qui fait qu'on est une organisation qui répond aux besoins de nos adhérents, donc on est assez proche des besoins terrain, et c'est aussi ce qui fait notre force. Et donc justement, on va parler de 2 cas d'usage qui nous ont été remontés côté terrain, et on va essayer de voir comment est-ce qu'avec de l'interop, on a réussi à les mettre en place avec les établissements. On va parler de la gestion de la rupture de parcours. Alors, la gestion de la rupture de parcours, il faut bien connaître un problème de coordination qu'il peut y avoir au niveau du parcours de soins entre des usagers qui sont suivis dans des structures de coordination, qu'on va appeler des dispositifs d'appui à la coordination, ou alors des équipes de soins primaires. Alors, ces structures de coordination, elles vont plutôt suivre des patients plutôt âgés, polypathologiques, mais sans forcément avoir besoin d'être on va dire, à l'hôpital, mais plutôt au contraire qui restent encore chez elles et qui ont besoin de suivi à domicile. Et d'avoir une grande coordination entre les professionnels qui suivent ces usagers. Donc, soit dans des structures dédiées qui sont les dispositifs d'appui à la coordination, soit dans des équipes de soins primaires. Et en fait, les équipes de soins primaires, c'est plutôt des professionnels libéraux qui vont se mettre ensemble et s'organiser tout seuls. Donc, vous aurez le médecin traitant, par exemple, le pharmacien, l'infirmière à domicile, le kiné à domicile, l'aide-soignant, qui vont se mettre à discuter ensemble et former donc cette équipe de soins primaires. Et ce qui peut se passer, c'est que cet usager qui est suivi par des structures de coordination peut se retrouver dans un établissement sanitaire pour X ou Y raison. Et on trouve qu'il y a peu de contact en fait avec les structures de coordination. Et donc cette coordination, alors je mets des gros guillemets ville-hôpital parce que c'est pas tout à fait la ville, mais voilà, donc qui est un peu faible et donc peut créer cette rupture de parcours au niveau du soin où il y a des informations qui sont manquantes quand le patient arrive au niveau de l'établissement sanitaire ou vice versa, les structures de coordination qui ne sont pas au courant quand le patient arrive dans les établissements sanitaires. Donc le cas d'usage, c'était comment est-ce qu'on pouvait améliorer cette coordination. On va juste poser un petit contexte applicatif. Côté établissement, je pense que vous voyez assez bien comment ça fonctionne. Vous avez souvent donc, un dossier patient informatisé et une GAP, une gestion administrative des patients, que vous allez retrouver dans à peu près toutes les structures, côté établissement sanitaire. Et côté structure de coordination ou équipe de soins primaires, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait, parce que les gens ont du mal un peu à se représenter. À gauche, par exemple, sur le territoire breton, c'est l'outil Goualen qui est déployé. Et l'outil Goualen, utilisé donc dans les DAC, qui va permettre donc de suivre les usagers avec des dossiers usagers, comme vous pouvez le voir là, et suivre les demandes, etc., et le suivi du parcours de la personne. Et pour les équipes de soins primaires, côté GCS, on propose plutôt une solution, un petit WhatsApp sécurisé, donc dédié à la santé, donc avec les données hébergées comme il faut, qui s'appelle Mobility. Et voilà, donc là, en fait, les professionnels vont pouvoir, sur cette application, avoir une conversation pour un patient, y joindre des documents, etc., et s'envoyer des messages. Et dans chacune des 2 applications, on en reparlera juste après, et ça a déjà été bien esquissé par Gwenaëlle et puis Marie, vous avez des notions de cercle de soins, avec voilà, qui sont les intervenants qui suivent le patient. Et donc, notre cas d'usage, au final, si on le résume, c'est celui-là. Donc, on a un usager qui est pris en charge par un DAC ou une équipe de soins primaires, qui se casse la jambe un jour et qui arrive dans les urgences d'une structure de santé sanitaire. Et ce qu'on veut pour prévenir justement cette rupture de parcours, c'est que la structure de santé, elle alerte le DAC ou l'équipe de soins primaires de l'admission de son patient. Et que comme ça, le DAC ou le médecin traitant de la personne ne soit pas au courant du séjour à l'hôpital de son patient 15 jours après, quand il le revoit en consultation. Voilà, ça lui permet tout de suite d'être au courant. Et on voulait également que la structure de santé, qui elle ne connaît pas forcément le patient, parce qu'elle ne le suit pas tous les jours, puisse prendre connaissance du cercle de soins de l'usager et de son dossier côté DAC. Et on va avoir le même raisonnement à la sortie de l'usager, donc quand l'usager a fini son séjour au centre hospitalier, qu'il puisse donc ressortir, rentrer chez lui. Pareil, on alerte automatiquement le DAC ou l'équipe de soins primaires de la sortie de l'usager, et l'idée c'était de pousser jusqu'à envoyer le compte-rendu de séjour de l'usager au DAC ou à l'équipe de soins primaires.
Alors, on ne va pas forcément montrer tout l'échange de documents, etc. On va plutôt se focaliser sur deux choses, sur l'envoi de l'alerting, une notification plus qu'une alerte d'ailleurs, et la prise de connaissance du cercle de soins. Et on va se retrouver avec les problématiques d'interopérabilité qui ont été montrées de façon théorique par Marie juste avant. Donc on va avoir d'un côté nos applications Gwennail et Mobility qui sont voilà, dans les DAC, les équipes de soins primaires et plutôt gérées par le GCS. Et de l'autre, vous avez les établissements sanitaires avec leur gestion administrative des patients et leur DPI. Et donc, on a deux choses à faire. On va juste se concentrer d'abord sur voilà, comment est-ce qu'on fait pour échanger l'information entre l'alerting automatique d'admission. Donc, d'un côté établissement, il va falloir donc envoyer l'information des établissements vers les applications de coordination, donc Gwennail et Mobility. Et donc, pour ça, comment est-ce qu'on envoie l'information? Est-ce que l'information, il y a déjà un standard qui permet de l'envoyer, etc. Donc, côté établissement, on vous en a parlé. Donc, il y a un profil, il y a un cadre d'interopérabilité qui s'appelle IHEPAM, qui est du coup basé sur HL7V2. Donc, vous avez vu des petits messages latex avec des petites barres verticales qui permettent de suivre les mouvements du patient. Donc, son admission, son transfert, sa sortie, donc, qui sont effectivement les informations qui nous intéressent pour générer cette alerte. Donc, on va dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe de façon standardisée et interopérable côté établissement, mais Gwennail et Mobility ne savent pas parler IHEPAM, mais ne savent pas trop non plus comment l'interpréter. Donc, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer l'information sur une API spécifique côté Gwennail Mobility, mais auquel cas on n'est pas vraiment dans l'interopérabilité. Donc voilà, on va avoir un premier problème à résoudre. Et on va avoir la même chose pour le cercle de soins, côté Gwennail Mobility, qui vont devoir envoyer l'information suivant un certain standard, qui du coup peut-être existe ou n'existe pas, l'information de cercle de soins vers les établissements, donc vers la GAP ou le DPI, plutôt le DPI du coup en l'occurrence. Et pareil, il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de standard d'interop qui existe pour échanger cette information-là. Et on va se poser les mêmes questions qu'a présenté Marie juste avant, c'est quand on met en place de l'interop et de l'échange de données, il va falloir regarder si le cas d'usage il existe au niveau du cadre d'interopérabilité nationale. L'interopérabilité, c'est avant tout échanger des données dans un langage commun, comme on l'a vu. Donc, quel langage commun on se met? Garder un accès depuis son application, l'idée c'est de ne pas perdre de temps et de ne pas recopier les données de l'une à l'autre. Donc l'idée c'est pas que ce soit un utilisateur de Gwennail qui puisse accéder à distance au DPI de l'établissement et copier les données. Voilà, je ne parlerai pas des problématiques de sécurité, d'échange de données, etc. Mais voilà, l'idée c'est que chacun reste dans son application et que l'information circule tout seul. Et qu'on ne fasse pas trop de développement spécifique, voire pas du tout, justement dans une logique de réutilisation des connecteurs et de mutualisation aussi des efforts. C'est-à-dire que si on fait l'envoi de la notification vers Gwennail, l'idée c'est pas de redévelopper aussi quelque chose de spécifique pour envoyer la notification vers Mobility. Sachant qu'en plus, l'idée c'est qu'on le fasse pour chaque établissement. Et gros avantage de l'interopérabilité aussi, c'est la réduction des adhérences. Donc voilà, c'est-à-dire que si demain l'établissement change de DPI ou on change d'application, ou Gwennail est transformé par autre chose, il n'y a aucun élément qui doit changer en termes d'envoi de flux. Et donc, première idée de prime abord, c'est si on prend juste la partie notification, on ne va pas prendre la partie cercle de soins, on va la traiter dans un second temps. C'est comment je fais pour envoyer l'information. Donc, premier scénario, en fait, je vais faire une API spécifique. Je vais prendre les messages IHEPAM de mouvement patient qui viennent des établissements. Puis, on va demander aux établissements du coup, de les modifier, de les envoyer sur une API spécifique côté Gwennail et Mobility. Alors, c'est bien, chacun garde son accès dans son application, mais en fait, sur tous les autres cas, on n'est pas terrible. On n'a pas regardé dans le cadre d'Interop s'il y avait un standard qui existe. En termes de vocabulaire commun, on est un peu moyen, parce qu'on va forcément définir un vocabulaire commun pour générer ce flux sur l'API spécifique, mais ce n'est pas vraiment réutilisable. Donc, bon, c'est pas terrible, et la réduction des adhérences non plus. Et donc là, on va regarder dans le cadre d'Interop national, et on va voir qu'il existe déjà un volet qui s'appelle cahier de liaison. Et ce volet cahier de liaison, il nous permet d'échanger de la donnée assez générique. Ça peut être du texte, des images, voire même une vidéo si vous voulez, dans ce cahier de liaison entre un émetteur et un récepteur, sous forme de notes. Donc vous allez envoyer des notes.
Et donc, on retrouve un petit peu le système qu'on veut. En fait, on va envoyer une note, une notification sur, ben voilà, le patient X a été admis dans tel établissement, tel jour, telle heure, dans tel service, ou le patient est sorti de tel établissement, etc. Donc, c'est un volet du cadre d'interopérabilité nationale qui correspond très bien à ce qu'on veut faire. Donc, de notre scénario 1, on va plutôt essayer de passer sur un scénario cible qui est celui-là. On va utiliser, donc, on va demander aux établissements d'envoyer une note au format cahier de liaison vers Goalen ou Mobility, les applications de coordination, qui vont recevoir aussi l'information au standard cahier de liaison. Donc chacun va développer son demi-connecteur, le flux va envoyer l'information de façon standardisée, et le problème est réglé. C'est beau? Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en réalité, parce que c'est un peu trop beau sinon. Parce que ça demande du développement côté établissement et du développement côté Goalen Mobility. Alors côté Goalen Mobility, comme c'est des applications qui sont propulsées par le GCS, on a la main. Alors que côté établissement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du développement dans chaque établissement pour mettre en place un connecteur cahier de liaison, qui est un flux différent du flux habituel qu'ils ont pour gérer les mouvements. Donc ça veut dire du travail supplémentaire. Donc on est parti, nous, sur un scénario intermédiaire à l'échelle de la région, où en fait on va demander aux établissements d'envoyer au GCS sur une brique qui s'appelle un EI, qui va permettre de rajouter un peu d'intelligence, on va dire, dans la gestion des flux, de nous envoyer en fait leurs mouvements de patients. Et quand du coup donc, le l'EI du GCS va recevoir des mouvements au format IHEPAM, on va les traiter avec un peu d'intelligence et on verra comment on fait juste après, pour générer une note au format cahier de liaison, qui du coup sera intégrée à Goalen Mobility ou potentiellement même une application tierce de coordination qui n'est pas propulsée par le GCS et qui souhaite aussi rejoindre le dispositif. Et donc là, on coche toutes les cases. On a bien utilisé un volet du cadre d'interop et donc un standard international sous-jacent. On s'est mis un vocabulaire commun qui vient avec le cadre d'interop et qui n'est pas spécifique à notre cas d'usage. Chacun garde bien son accès depuis son application. On a une réutilisation et une mutualisation des efforts, parce que si on branche n'importe quel établissement ici, c'est bon, il n'y a pas de développement spécifique à faire. Et pareil, si on veut rajouter des applications ou même changer d'application, à partir du moment où il y a l'interface qui est liaison, tout fonctionne. Donc on a aussi limité les adhérences. Et donc, si on regarde un petit peu précisément comment ça se passe au niveau des flux, l'idée c'est aussi de vous montrer voilà, un peu sous le capot comment ça fonctionne. Donc, on va avoir un usager qui est pris en charge par le DAC ou l'équipe de soins primaires dans Goalen Mobility. Et donc, pour mettre en place ce cas à l'échelle régionale, on va avoir un référentiel patient à l'échelle de la région, donc le S2RI, un serveur de rapprochement d'identité. Et dans un format du coup standardisé, Goalen et Mobility, vous nous envoyez l'information comme quoi ils ont créé un dossier usager avec une identité patient. Et de l'autre côté, quand l'usager se casse la jambe et arrive dans la structure sanitaire et qu'il est admis au niveau de la GAP de l'établissement, à ce moment-là, l'établissement nous envoie au format IHEPAM, donc toujours le même standard en plus, le mouvement patient. Et nous, on va regarder sur le EI du GCS, on va aller regarder dans notre référentiel si le patient existe. Alors pour le coup, c'est une API spécifique, donc c'est pas parfaitement interopérable, on va dire là, mais comme c'est en interne, c'est la brique du GCS, c'est un peu notre tambouille interne. Donc les échanges vers l'extérieur sont bien standardisés. Et on va vérifier que le patient existe. Et si le patient existe bien chez nous, donc chez Goalen et Mobility, à ce moment-là, bingo. On va mettre à jour les informations du patient dans le référentiel patient avec les informations qui nous viennent de l'établissement, parce qu'en termes d'identité-vigilance, on sait que la marche est quand même mieux gérée côté établissement que côté coordination en termes de maturité. Et on va aller chercher un peu plus d'informations dans notre annuaire régional, parce que du coup, j'essaie de disposer d'un annuaire régional qui va lister les structures, les professionnels de la région. Et comme dans l'information de mouvement qui nous vient de l'établissement, on a les informations du patient, certes. On a aussi du coup le nom de l'établissement, on a aussi le nom du médecin qui a réalisé son admission. Donc on va pouvoir aller chercher des informations dans notre annuaire sur le nom complet de la structure, la spécialité du médecin par exemple. Et en prenant toutes ces informations, donc du patient, de l'établissement, du médecin et du séjour, on va pouvoir générer une note au standard cahier de liaison, enfin, qui répond au volet cahier de liaison du cadre d'interop national. Et en fait, ce volet national se base sur le standard HL7Fire, dont vous avez des présentations juste avant. Et donc, on va mixer toutes ces informations pour créer une note en Fire qu'on va pousser donc dans Goalen ou dans Mobility, donc de façon standardisée.
Donc, que retenir de l'ajout de l'interop en fait dans la coordination? C'est qu'on a un transfert automatisé d'infos. On a utilisé l'existant côté établissement. Le flux HEPAM était déjà présent. On a utilisé des standards qui vont nous permettre d'ajouter facilement des acteurs au système. Et on améliore au final la prise en charge des patients. Donc, sans perte de temps administratif pour les soignants, avec une meilleure coordination. Et on améliore aussi les pratiques, parce que ça implique une meilleure identité-vigilance pour être sûr de matcher le bon patient. Et on optimise aussi les process métiers de coordination. Voilà, le fait que l'échange d'informations soit plus fluide va forcément optimiser la façon dont les métiers fonctionnent. Voilà pour la première partie. Je ne sais pas si je suis toujours bon au niveau timing. Oui, il me reste 10 minutes, ça devrait le faire. On va passer sur la gestion du cercle de soins. Donc, c'est le deuxième gros morceau. Alors, la gestion du cercle de soins, c'est un cas d'usage terrain, donc associé au premier, comme on l'a vu. Et la question, c'était comment on échange les informations d'un cercle de soins dans un usager entre systèmes d'information. Et donc, c'est une collaboration un peu inédite. Donc, c'est une délégation inédite de l'Agence du numérique en santé qui a délégué du coup la création du volet cercle de soins national au GCS Santé Bretagne et Kéréval. Et donc, le résultat de ce travail, c'est la publication d'un volet gestion du cercle de soins dans le cadre d'Interop. Puisque, en fait, quand on a travaillé sur ce cas d'usage, si on remonte un petit peu dans les slides, là, comment est-ce qu'on échange ce cercle de soins? On a été voir dans le cadre d'Interop national et il n'y avait rien. Il n'y avait rien comme cas d'usage pour nous guider sur quel standard utiliser et comment échanger cette information. Et donc là, l'ANS nous a dit, écoutez, c'est effectivement un manque et un cas d'usage intéressant, et créer le volet. Et donc le cercle de soins, on a été amené à le définir. Donc le cercle de soins d'un usager, c'est l'ensemble des personnes professionnelles et structures qui interviennent dans sa prise en charge, quel que soit le domaine. Et donc il peut y avoir des personnes soignantes, des structures, des aidants, et aussi la personne de confiance ou encore des représentants légaux. Donc des personnes qui ne sont pas dans l'équipe de soins. Donc, bien différencier le cercle de soins et l'équipe de soins. L'équipe de soins est vraiment l'ensemble des structures et professionnels de santé qui s'occupent du patient. Et le cercle de soins est plus large, parce qu'on peut y avoir donc, les aidants, les représentants légaux et les personnes de confiance. Et donc, le service numérique de partage de cercle de soins, on s'est dit comment est-ce qu'on va échanger le cercle de soins à l'échelle de la région. On s'est dit que le plus simple, c'était de monter un gestionnaire de cercle de soins à l'échelle régionale. Et donc, d'avoir en fait ce service de partage du cercle de soins géré par le GCS. Sur lequel les applications de coordination et les établissements, donc d'un côté et de l'autre, et potentiellement d'autres types d'applications, voilà, possiblement, mais c'est pas l'objet du cas d'usage actuel, puissent venir dans ce gestionnaire, venir vérifier l'existence de cercles de soins, créer des cercles de soins pour des patients, récupérer des cercles de soins ou même mettre à jour des cercles de soins. Par exemple, le patient est suivi côté Goualem, donc dans un DAC. Goualem lui crée son cercle de soins, donc on va le pousser à l'échelle régionale dans le service de partage. Et quand l'usager se retrouve dans l'établissement de santé va pouvoir aller interroger le service de partage régional sur l'existence d'un cercle de soins associé à ce patient et récupérer donc ce cercle de soins et le mettre à jour en s'incluant dans le cercle de soins. Et en s'incluant, du coup, les applications de coordination vont pouvoir aussi remonter cette information comme quoi, voilà, il y a quelqu'un de nouveau dans le cercle de soins. Donc, tous ces échanges sont en Fire. Tous les échanges qu'il y a, donc tous les flux de création, de recherche, etc., sont en Fire, donc sont standardisés. Donc, c'est les mêmes pour tout le monde quand on rajoute une application d'un côté ou de l'autre. Et donc, on continue d'avoir un petit peu tous les atouts d'interopérabilité dans cette coordination, avec toujours les transferts automatisés d'infos. Et là, on a une gestion à l'échelle régionale et potentiellement demain à l'échelle nationale. Étant donné que c'est un flux standardisé, on pense par exemple à mon espace santé. Est-ce qu'un jour, mon espace santé va plutôt être le gestionnaire national des cercles de soins des patients? Même si pour l'instant, on a une échelle régionale. Donc, on a la création d'un nouveau volet national échange de données. Donc, c'est ce que disait Marie, hein, c'est l'interopérabilité, c'est pas figé. Donc, s'il y a de nouveaux cas d'usage, les socles d'Interop vont augmenter en contour fonctionnel. On a utilisé des standards et on continue d'améliorer la prise en charge des patients, toujours sans perte de temps et avec une meilleure coordination. Et donc, si on peut finir sur comment est-ce que vous pouvez, vous, de votre côté, bien prendre en compte l'interopérabilité, mais en fait, si on reprend la démarche que je vous ai montrée juste du début, là, en fait, il faut toujours partir du besoin utilisateur, bien définir votre cas d'usage et pas rentrer immédiatement dans les considérations techniques.
Donc, bien développer le besoin, être au clair sur ce que vous avez, ce que vous devez faire, ce qui est attendu côté utilisateur. Et après, bien cartographier les données, puisque l'interopérabilité, c'est un échange de données entre systèmes. Donc, c'est dans votre cas d'usage, vous avez besoin d'échanger un certain nombre de données, lesquelles et où elles se trouvent. Dans quelle application doivent se trouver ces données et à la fin, dans quelle application il faut les transmettre. Et après, vous allez pouvoir réfléchir à l'interopérabilité. Donc, quel est le langage commun et les standards à utiliser pour réaliser cet échange. Donc, vous pouvez d'abord regarder au niveau national, donc dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, s'il existe déjà un volet qui couvre votre cas d'usage. Dans quel cas, bingo, c'est facile. Sinon, vous pouvez regarder donc à un niveau international, plutôt sur la partie IHE, voilà, qui va aussi vous aider, tout en contactant l'ANS de l'autre côté pour dire que vous avez un cas d'usage qui n'est pas couvert par le cadre d'interop et peut-être que vous aussi, vous créerez un volet supplémentaire. Et il va vous falloir donc travailler sur ce langage commun et sur ces définitions communes. Donc vous avez des jeux de valeurs à mettre en place ou de la sémantique à mettre en place pour échanger la donnée, donc pour que les deux systèmes comprennent les mêmes concepts. Que si un système parle d'une maison, la définition de la maison soit la même aussi sur le système qui reçoit l'information. Donc ça, vous avez en jeu de valeurs, vous avez aussi déjà beaucoup de choses au niveau national, au niveau du MOSNOS, de la nomenclature et des modèles des jouets de santé, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et voilà, je crois qu'on est bon, on est dans les temps. Donc merci pour votre attention. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. On a une petite question de Yannick Legal, qui est comment l'établissement identifie les patients pour lesquels il doit envoyer des données à l'EAI? Eh bien, deux façons de le faire. En fait, il y a une partie des responsabilités qui incombent au GCS pour trouver le bon patient, pour savoir voilà, lequel envoyer. En fait, lequel match, on va dire, lequel est intéressant à suivre en termes de rupture de parcours. Donc ça, c'est le GCS qui va le faire, justement, en regardant dans le référentiel patient. Et par contre, on peut déjà définir un contour. C'est-à-dire qu'avec les établissements avec lesquels on travaille, on va identifier les profils de patients types qu'on va retrouver dans les applications de coordination. Et on va demander à l'établissement de nous envoyer que les mouvements patients qui correspondent au séjour des différents services connus. Par exemple, on va trouver assez peu d'enfants dans les suivis en DAC et en équipe de soins primaires. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et du coup, on peut se dire que, par exemple, le service pédiatrie, ça n'a rien à nous envoyer les informations qui sont dessus. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, donc ça, c'est plutôt la phase d'après du projet. On est en train de voir pour ouvrir justement ce référentiel patient dans ce cas d'usage. Donc, voilà, on l'ouvre de façon très précise et très spécifique avec des adhérents, des établissements partenaires. Et l'idée, c'est de réfléchir justement à un standard d'interrogation, que ce soit à l'établissement d'interroger le référentiel patient régional, qui lui répondra, oui, le patient, il existe à l'échelle de la région sur les applications intéressantes, et sinon, non. Et à ce moment-là, l'établissement pourra savoir s'il doit envoyer les mouvements associés à ce patient-là, oui. Donc ça, c'est encore en cours de réflexion sur le projet. Pas d'autres questions pour le moment. Pour rester dans les timings, on va peut-être passer à la partie suivante qui est la présentation des différents événements de test. Donc, on va peut-être tous réactiver nos caméras parce que là, l'ensemble des acteurs participent. Ah, une question. Ah oui, non, c'est bon. Donc, on commence. Donc, c'est Clotaire qui tu commences avec la partie test d'usage. Et puis après, on passera sur la partie des tests techniques. Yes. Hop, on espère que c'est bon. Ouais. Très bien. Alors, encore avec moi, pas de bol. Donc l'idée, c'est de vous présenter donc, les différents types de tests que vous pouvez avoir sur la partie interop pour valider vos solutions. Et donc, moi, je vais vous présenter un test qui sera un peu moins développé sur la suite de la présentation et qui ne sera pas présent à la semaine européenne de l'e-santé. C'est les projectatons usage. Donc, projectatons, voilà, vous en avez deux types. Vous avez un projectaton technique qui vous sera présenté après, qui sera plus à destination des éditeurs et des développeurs. Et vous avez les projectatons usage qui ont été mis en place là depuis un an. L'idée, c'est de vous expliquer en quoi ça consiste et comment nous, on l'a fait en Bretagne.
Et donc nous, on l'a fait pour la première fois en janvier dernier. Alors en fait, c'est quoi un projectaton usage? Donc vous avez si vous voulez tester votre interopérabilité, vous avez deux points de vue. Vous avez le point de vue de l'éditeur, ou la partie technique, on va dire, sur je vérifie que mon information, elle est bien transférée d'un logiciel à un autre. Ce qui est la définition de l'interop qui vous a été donnée précédemment, et donc si vous matchez ça, normalement, tout fonctionne. Sauf que l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Ce qui est échangé de la donnée, c'est bien, c'est-à-dire que le système qui reçoit la donnée l'a bien reçue, certes, mais ça ne veut pas dire que l'utilisateur la voit comme il faut. Et donc, vous n'avez toujours pas votre interopérabilité en fait au niveau des utilisateurs, au niveau des usages. Et vous ne faites pas d'interop si vous n'avez pas de cas d'usage. Donc, l'idée du projectaton usage, c'est de réaliser des sessions de test d'interop en conditions réelles. Donc, souvent, c'est sur des environnements de production. Les sessions de test, elles durent 1 heure. Et c'est de les faire avec les utilisateurs. Donc, en l'occurrence, dans la santé, les professionnels de santé qui viennent avec leur logiciel. Et on est concentré donc sur l'usage, sur l'ergonomie, la simplicité et la conformité des échanges. Donc on va quand même vérifier si l'échange de données est bien conforme au standard, mais on va aussi vérifier que l'information elle est aussi bien remontée dans le logiciel. Et donc les bénéfices, c'est qu'on va tester la conformité des solutions pour certains cas d'usage. Alors dans ce qui nous intéresse en termes de santé, c'est beaucoup le Ségur, hein, et notamment les couches transport et métiers du CIDI. On va accompagner les professionnels aussi de santé dans l'usage, parce qu'on va voir que certains ne maîtrisent pas forcément tous les tenants et aboutissants de leur logiciel. Et l'idée, c'est aussi de s'approprier le cadre d'interop si on ne connaît pas forcément bien. Et donc, ces projectatons usage, ils peuvent être déclinés du coup de façon régionale. Donc, il y a eu 2 projectatons usage nationaux qui avaient été réalisés en novembre 2021 et en juin 2022 par l'ANS. Et l'idée, c'était de les décliner à l'échelle régionale. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, pour information, le dernier projectaton national, alors il y en a eu un là, il y a la semaine dernière. Enfin, il y aura lieu la semaine prochaine. Donc, je vous donne les chiffres de celui de l'an dernier. C'était 13 sessions de test et on a testé 11 logiciels différents. Et donc, le contour qu'on a fait en Bretagne, donc on l'a fait le 24 janvier dernier, c'était la première fois qu'on le faisait. On avait 2 objectifs, c'était tester des cas d'usage simples et avoir une grosse participation. Et donc, voilà ce qui peut être testé en cas d'usage, enfin en projectaton usage. Le cas d'usage qui peut être testé, c'était ça. C'était on demandait à un professionnel de se connecter pour vérifier son usage de ProSanté Connect. On lui demandait d'enregistrer un patient dans son logiciel. Alors, s'il utilisait un patient réel, on vérifiait aussi l'utilisation de l'ILS. Et on lui demandait d'envoyer un document par MS Santé à des moniteurs. Et donc, ces moniteurs de test, on vérifiait que le document reçu par MS Santé était bien conforme au référentiel CDA, XDM, et qu'il était correctement du coup, envoyé, bien structuré et tout ça. On utilisait Gazelle notamment pour faire ces vérifications-là. Et on demandait aussi de vérifier donc le versionning du document. Donc, on demandait aux professionnels de refaire une nouvelle version de ce document avant de l'envoyer. Et après, on se mettait de l'autre côté, on demandait plutôt aux testeurs d'envoyer un document validé vers le professionnel, toujours par messagerie sécurisée de santé, et on vérifiait la bonne intégration de ce document valide et conforme au sein du logiciel du professionnel. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir donc la vue vraiment utilisateur. Et donc, dans les acteurs que vous avez, je vais passer assez vite, les acteurs qui entrent en jeu dans ce projectaton usage, vous avez donc d'un côté les professionnels de santé qui ont effectué les tests guidés par les moniteurs. De l'autre côté, vous avez, donc, dans notre cas, on avait des chargés de développement qui étaient avec le professionnel pour accompagner le professionnel pendant sa session de test. Et de l'autre côté, en face, côté testeur, vous aviez donc les moniteurs qui étaient là pour guider le professionnel pendant la session, valider les tests surtout. Donc on était 9 pour information de différents grades et aussi de Kirival. Et on avait aussi, dans le cadre de ce projectaton usage, nous on a voulu ajouter un petit peu une expertise UX pour vérifier l'expérience utilisateur. On avait des observateurs aussi qui assistaient à la session de test, donc c'était d'autres grades ou l'ANS, et les éditeurs aussi, parce que même si c'est une session, c'est un projectaton qui est dédié usage et qui se veut en acteurs principaux, qui veut avoir des acteurs principaux qui sont les professionnels de santé, on trouve toujours intéressant d'avoir les éditeurs avec nous pour voir comment leur logiciel est utilisé et pouvoir aussi guider l'utilisateur si jamais vraiment il y a un problème dessus. Et puis aussi vérifier leur conformité au passage. Donc les éditeurs sont toujours invités aussi à ces projectatons usage, mais ce ne sont pas les acteurs principaux. Et donc nous, on avait 7 inscrits, on a testé 4 logiciels différents, il y a des professionnels qui avaient le même. Donc on a fait 6 sessions de test. Voilà. Donc voilà pour les projectatons usage sur ce que c'est. Donc objectif, tester l'usage avec des acteurs, avec les utilisateurs des logiciels. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Puis après, je vais passer la main pour la suite. Les autres projectatons.
pour le moment. On va passer la main. Est-ce que Nicolas qui est dans le coin ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran avec la présentation? Yes, parfait. Ok, trop bien. Alors, du coup, Nicolas Riche, je suis expert interop à l'ANS. Je suis aussi représentant HL7 France. Et donc, je vais vous parler de la Semaine européenne de la e-santé qui aura lieu du 25 au 29 septembre à Rennes. Dans cette présentation, je vais vous parler de la Semaine de la e-santé. Je vais vous faire un petit focus sur le Projectathon avec les volets testés dans le cadre de ce Projectathon, les volets du CISM, donc du cadre d'interopérabilité. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le Projectathon de l'année dernière. Et ensuite, on aura un petit temps pour les questions. Donc la semaine européenne, elle est co-organisée avec Interop Santé, donc qui représente HL7 et IHE, qui sont donc les associations internationales de développement des standards et de spécifications par cas d'usage, l'Agence du numérique en santé et Kerival. Il y aura donc sur cette semaine plus de 1200 représentants européens de la santé numérique attendus, donc plus de 700 en présentiel. Donc ça va être vraiment le gros événement national, international, même dédié à la e-santé, qui aura lieu en France. Donc, durant cette semaine, il y aura plein d'événements. Donc, le Connectathon, dont Charlotte va vous présenter tout à l'heure, qui aura lieu sur toute la semaine. Le Projectathon, qui aura lieu du mardi au jeudi, qui sera donc vraiment français. L'IHE Experience Day, mardi et mercredi, où il y aura des formations IHE sur interopérabilité. Donc, je ne sais pas dans quel ordre prendre les choses. Le mardi, on aura une journée française de l'interopérabilité, JFI, où on va vraiment faire une présentation via Interop Santé et via l'ANS des travaux en cours en interopérabilité en France pour faire vraiment une overview de comment est l'interopérabilité aujourd'hui. Un événement cybersécurité, une demi-journée régionale bretonne, donc je suis pas le mieux placé pour en parler, et la journée nationale des industriels. Il y aura également, durant tout le long du Projectathon, des startup tours et le social event, le plus important, le jeudi soir. Donc pour nous, cette semaine européenne, elle est vraiment importante parce que c'est vraiment, disons que pour moi, l'interopérabilité, c'est vraiment faire rencontrer les personnes ensemble. L'interopérabilité, c'est vraiment faire rencontrer et le besoin métier des médecins, des personnes sur le terrain et des développeurs qui ont besoin d'un modèle de données pour échanger les données, de manière à ce que les systèmes puissent échanger leurs données de manière compréhensible et de trouver en fait, en discutant avec les gens, un langage commun qui permet d'échanger les données pour des données qui ont besoin d'être échangées. Voilà, donc vraiment les objectifs de cette semaine, c'est de promouvoir l'innovation avec mise en avant des dernières tendances en e-santé, des dernières technologies et des nouveaux outils, et aussi de susciter l'intérêt des professionnels de santé. On veut aussi renforcer la visibilité des services, des entités, renforcer aussi l'intérêt pour la e-santé et l'interopérabilité, et renforcer aussi la notoriété du coup de la e-santé auprès des entreprises, du numérique en santé et des étudiants présents. On veut également bien sûr favoriser les échanges formels et informels pour vraiment accentuer cet aspect communauté de l'interopérabilité et de la e-santé en France et dans le monde pour vraiment favoriser, disons, les échanges libres et favoriser la collaboration. Et enfin, bien sûr, on veut soutenir l'évolution du système en santé pour dynamiser le secteur, pour in fine améliorer la qualité des soins et l'efficacité du système de santé. Donc, je vais faire un petit focus sur le Projectathon. Donc, il y a plein d'intérêts. C'est vraiment gagnant-gagnant pour les entreprises du numérique en santé. Elles vont pouvoir tester la conformité de leur solution par rapport aux spécifications disponibles sur le cadre d'interopérabilité. Mais au-delà de ça, même si elles sont pas prêtes, le but, c'est vraiment d'apprendre, de sensibiliser à l'interopérabilité. Et comme je vais vous le montrer avant, il y aura des moniteurs qui seront là pour aider tout le monde à apprendre sur les standards, à bien implémenter nos spécifications. Et l'idée aussi, c'est donc on l'a écrit plusieurs fois, mais pour l'ANS, c'est aussi d'avoir les remontées terrain des développeurs
qui se disent qu'il y a des choses qui vont pas, qui sont pas claires dans la spécification, pour vraiment envisager et anticiper en fait les évolutions futures des volets pour vraiment améliorer leur maturité. Et j'aime bien faire l'analogie avec un système d'exploitation, par exemple Windows, qui est mis sur le marché. On voit qu'il y a toujours des mises à jour, alors que Windows, ça existe depuis toujours. Et en fait, pour moi, c'est perfectible. De la même manière, une spécification est perfectible à l'infini, et c'est pour ça qu'il y aura toujours des nouvelles releases, des prochaines versions qui seront sorties, avec aussi des nouveaux cas d'usage qui existeront au fur et à mesure. Donc, les entreprises du numérique en santé, comme j'ai dit, pourront tester l'interopérabilité de leurs solutions, pourront tester donc est-ce que les données qu'elles envoient sont conformes aux spécifications grâce à l'outil de test Gazelle, et s'assurer du coup qu'elles seront bien comprises par les logiciels cibles. Et bien entendu, ça permettra de rencontrer les équipes d'interopérabilité des grades, de l'ANS, etc. Et vraiment travailler ensemble. Et de Kereval, bien entendu. Et l'événement est bien sûr gratuit pour les éditeurs, mis à part les frais de déplacement et d'hôtel. Donc voilà. Bien sûr, il y a aussi des intérêts pour l'ANS et pour les moniteurs qui donc récolteront vraiment les données terrain pour améliorer les spécifications au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit. Donc, pour représenter les différents volets testés sur Fire, il y aura gestion de cercle de soins, comme vous a présenté Clotaire, gestion d'agenda partagé, cahier de liaison, le nouveau volet mesure de santé, donc qui est utilisé dans le cadre de mon espace santé, et également l'annuaire santé. Il y aura également l'ensemble des volets CDA, des volets HL7V2, dont certains sont pris en charge par Interop Santé, tels que AMFR et LW. Il y a également de l'imagerie, du médico-social et le nouveau service d'accès aux soins. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura des moniteurs qui seront présents pour vous aider, qui feront partie de l'ANS et des grades, qui ont pour but d'accompagner dans la prise en main des spécifications et des standards, et qui ont pour but, une fois que l'éditeur aura envoyé son test pour validation, le moniteur pourra valider ses tests pour dire oui, effectivement, on est bien content. Donc, pour vous faire un petit retour sur le Projectathon 2022, donc il y a eu 27 éditeurs participants, plus de 120 personnes impliquées, 71 scénarios de tests réalisés. Donc effectivement, pour chacun des volets du 6, il y aura des scénarios de test à effectuer pour être validés ensuite. Il y a 19 volets du 6 qui ont été testés, 208 tests initiés, 150 tests validés. On a également un Slack, il faudra que je vous envoie le lien, sur lequel on pourra échanger tous ensemble pour communiquer, poser des questions durant l'événement. C'est un événement qui a lieu en mode mixte, en présentiel et à distance. Donc je trouve toujours que le faire en présentiel, c'est plus sympa pour rencontrer les gens et pour ces discussions informelles qui sont, à mon sens, vraiment importantes. Voilà. Donc, le bilan du Projectathon de l'année dernière, c'est que pour les entreprises du numérique en santé, il y a eu des améliorations des solutions, une meilleure appropriation par les éditeurs du CISIS et des outils de test, une accélération du développement, des tests de bout en bout et une communication et échange entre les éditeurs et entre les équipes interop des éditeurs. On a eu énormément de bénéfices côté ANS également, avec l'amélioration et correction des outils de test et des volets du CISIS. On a aussi pu élaborer un backlog pour privilégier les choses les plus importantes à modifier. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure appréhension des attentes de l'écosystème, d'améliorer, de permettre de conseiller pour améliorer les solutions des éditeurs, de former les experts des grades au volet du CISIS et aussi, bien sûr, de fédérer l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on a eu un bilan très positif et les personnes participantes étaient très intéressées par ce Projectathon. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous envoyer, si j'y arrive, les liens pour s'inscrire au Slack et la préinscription à l'événement. Merci. Charlotte, je te laisse enchaîner. Il y a quelques questions après. On y reviendra juste après. Charlotte, je sais pas si vous avez le micro coupé. Au départ. Je reprends. Donc l'idée, c'était de vous présenter le Connectathon qui aura lieu donc à Rennes
du 25 au 29 septembre. Donc, dans l'argumentaire de participer aux événements de test, je pense qu'avec ce que Nicolas vous a dit, vous êtes convaincus. Alors après, sur le connectaton ou le projectaton, ça dépend ce que vous implémentez. Mais en tout cas, l'objectif des connectatons, c'est la même chose, hein, c'est de créer des temps d'échange avec entre éditeurs et de recueillir aussi des besoins d'amélioration des profils IHE. Donc, pour vous parler un petit peu des connectatons, donc ce sont des événements qui sont organisés par IHE Europe. Donc, il y a un connectaton européen, un connectaton Amérique du Nord et un connectaton Asie. Et donc, les événements tournent d'un pays à l'autre. En quelques chiffres, les connectatons, donc c'est environ 70 systèmes, environ 70 profils qui sont testés lors de chaque événement. Il y a aussi des moniteurs qui sont là pour alors valider les tests et puis répondre aussi aux questions des éditeurs. C'est entre 200 et 300 participations par événement et environ 2700 tests réalisés chaque année. Et sur l'édition 2023, donc là, vous avez un petit peu les principes, enfin, je dirais les profils, en tout cas majeurs, qui seront testés cette année. Pour info, donc il y a un peu plus de 70 systèmes inscrits avec une couverture de 60 profils, une dizaine d'éditeurs français. Les inscriptions, je dirais larges, sont clôturées depuis le 10 juin. Mais néanmoins, vous avez la possibilité de vous inscrire encore. Et je vous ai mis la petite adresse mail en bas de slide. Et donc, cette année, hein, je le mentionne quand même parce que j'ai oublié, j'aurais dû au départ, c'est Interop Santé qui porte finalement l'organisation du connectaton avec le support de Kerevan. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter, en tout cas, c'est ma collègue Anne-Gaëlle qui pourra répondre à toutes vos questions. Super, merci. Bon, en tout cas, je pense qu'entre le retour d'expérience côté Gwenaëlle et Clotaire sur l'intérêt et la pertinence des tests de tout ce qui est projectaton, connectaton, rien que pour la compréhension des référentiels et puis après l'explication et la mise en avant des avantages de ces tests, on espère vous voir nombreux en septembre à Rennes. Donc super, donc juste quelques mots aussi sur la demi-journée européenne, la demi-journée régionale. Donc l'objectif en fait c'est de mettre en avant vraiment toute l'expertise bretonne sur cette demi-journée et donc il va y avoir à la fois toute une partie un peu sur comment pérenniser les innovations, sur comment expérimenter, comment également autour de l'exploitation de la donnée et puis la sécurisation de celle-ci. Donc, on va mettre en avant un peu toute l'expertise bretonne autour de ces trois sujets-là. On va passer aux questions. Donc, il y avait une question de l'équipe de Dénéo. J'essaie de l'ouvrir. Je ne sais pas si Roxane, tu l'as en grand, sinon. Ouais, je te laisse activer ton micro. Alors, on a une question de Maud Rouillard chez Dénéo qui dit « Merci pour les présentations. » De rien, Maud. Alors, c'est pas si simple de réaliser ces démarches quand on est une très petite structure. On a un enjeu de notre côté d'avoir l'agrément Ségur du numérique et de s'intégrer dans mon espace santé. On a débuté les démarches sur la plateforme Convergence, mais ce n'est pas simple. Quels sont les bons interlocuteurs pour nous accompagner dans ces démarches? Et il y a une deuxième question de Maude qui nous dit qu'elle s'est inscrite pour le projectaton de septembre, mais qu'elle n'a pas eu de confirmation. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse y répondre. Peut-être que là, tu as des infos là-dessus, je ne sais pas. Alors, sur le côté référencement, mon espace santé, a priori, tout est indiqué sur la plateforme Convergence. Donc, moi, je suis vraiment sur la partie Interop, donc je ne pourrais pas vous dire. Là-dessus, je pourrais aussi échanger avec
il y a quelques contacts côté ANS, je pense, qui peuvent être pertinents. Je reviendrai vers toi. C'est David, côté des néos, qui a pris le compte de Maud. Je reviendrai vers toi, David, pour te transmettre les contacts. Un des contacts qui est intéressant à avoir pour le référencement aussi, donc il y a pas mal de choses sur le site de l'ANS qui sont dispo en information, la plateforme Convergence aussi, et un des acteurs nationaux qui vous intéresse, c'est Genius, qui est le laboratoire d'innovation du coup de l'ANS. N'hésitez pas à aller voir parce qu'ils sont justement dédiés, ils sont là pour vous aider à faire le parcours de référencement, à vous donner les bons outils, à vous guider, etc. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et si vraiment vous avez besoin peut-être de guide sur savoir qui contacter, etc., et ben, je vais dire, les grades, ils sont aussi là pour ça. Donc, vous pouvez aussi contacter le grade de votre région, en l'occurrence nous, si vous êtes en Bretagne. Et Même si on ne pourra pas vous aider dans le référencement, mais on va vous guider vers les bonnes personnes s'il faut. Il y a aussi le site éditeur.monespacesanté.fr qui décrit la démarche de référencement. Et sur Genius, il y a un parcours guidé qui reprend bien toutes les étapes de référencement aussi. Donc, il y a pas mal d'appui. Et du coup, ce formulaire, il est surtout destiné pour nous, pour anticiper le nombre d'inscrits et savoir combien il y aura de personnes. Enfin, c'est vraiment une préinscription. Donc, pour savoir combien il y aura de personnes, sur chacun des volets, il y aura une autre communication pour l'inscription, dont je n'ai pas la date. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, je trouve pas. Je vous dis ça de suite. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas à profiter tant que tous les acteurs sont réunis. C'est le 6 juillet à 14 h. Pas d'autres questions, je crois. Merci à tous pour vos participations. Merci à l'ensemble des intervenants d'être intervenus. Je pense que c'était bien complémentaire et ça permettait d'avoir des différentes visions avec des acteurs pertinents. Donc, un grand merci pour votre participation. Pour information, le webinaire était enregistré, donc un replay sera disponible prochainement pour pouvoir recreuser certains sujets si vous le souhaitez. Et puis, côté Biotech Santé Bretagne, on reste présent pour répondre à vos questions, faire les mises en relation nécessaires si besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.